Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'attaquer à un sujet qui semble paradoxal mais qui régit absolument tout autour de nous. On va parler de pourquoi on détruit systématiquement les choses qui sont gratuites. Thomas, aujourd'hui on plonge dans la psychologie humaine et l'économie, c'est bien ça ? Exactement, Sarah. Bonjour tout le monde. On va parler d'un concept fascinant et un peu effrayant qu'on appelle la tragédie des biens communs. C'est la raison pour laquelle les océans se vident, pourquoi l'air est pollué, et, de manière beaucoup plus terre-à-terre, c'est la raison scientifique pour laquelle le frigo de la salle de pause au bureau est toujours une zone de guerre biologique. J'adore ce parallèle. On passe du réchauffement climatique au yaourt périmé du comptable. Mais avant d'arriver au frigo, il faut qu'on remonte aux origines. J'ai cru comprendre que tout partait d'une histoire de vaches et de prés. C'est ça. Pour comprendre pourquoi on court à la catastrophe climatique, il faut revenir en 1968. Un biologiste nommé Garrett Hardin publie un article dans le magazine Science. Il utilise une parabole, une petite histoire théorique, celle du pré communal. Imagine un village au Moyen-Âge. Au centre, il y a un pâturage, un champ d'herbe qui n'appartient à personne, ou plutôt qui appartient à tout le monde. C'est un bien commun. L'accès est libre et gratuit. Jusque-là, ça sonne plutôt utopique. Tout le monde peut venir faire brouter ses bêtes, c'est le partage parfait. En théorie, oui. Mais Hardin introduit le facteur humain, l'intérêt personnel rationnel. Imagine que tu es un éleveur dans ce village. Tu as déjà une vache dans ce pré. Tout se passe bien. Il y a assez d'herbe. Et là, tu te poses une question simple. Est-ce que j'ai intérêt à ajouter une deuxième vache ? Eh bien, économiquement, oui. Si j'ajoute une vache, je double ma production de lait et de viande. Donc je double mon profit. C'est purement logique. Précisément. Le calcul est implacable. Le bénéfice de cette vache supplémentaire, il est pour toi, et uniquement pour toi. Tu gagnes plus 100% du profit de cette bête. Mais, et c'est là que le piège se referme, cette vache va manger de l'herbe. Elle va piétiner le sol. Elle crée un coût, une dégradation de la ressource. Sauf que ce coût, la perte d'herbe, il est divisé entre tous les éleveurs qui utilisent le pré. Je vois où tu veux en venir. Le profit est privatisé, il va dans ma poche, mais le coût est socialisé, il est réparti sur toute la communauté. C'est exactement ça. Pour toi, le calcul est vite fait. Un gros gain personnel immédiat contre une toute petite perte collective diffuse. Donc tu ajoutes ta vache, c'est la décision rationnelle. Le problème, c'est que ton voisin, qui est aussi rationnel que toi, fait exactement le même calcul. Il ajoute une vache, et le troisième voisin aussi, et le quatrième. Et à la fin, il y a trop de vaches, l'herbe ne repousse plus, le sol est détruit, et toutes les vaches meurent de faim. Voilà la tragédie. En cherchant chacun leur meilleur intérêt individuel, les éleveurs ont provoqué la ruine collective. Hardin conclut que la liberté totale dans un bien commun apporte la ruine à tous. C'est une fatalité mathématique si on laisse faire le libre marché sans règles sur une ressource limitée. C'est assez sombre comme vision. Ça veut dire qu'on est programmé pour détruire notre environnement ? Parce que cette histoire de pré, on peut la calquer sur absolument tout aujourd'hui. Surtout, prenons les océans. C'est le pré-moderne par excellence. Les eaux internationales n'appartiennent à personne. Si tu es un capitaine de chalutier industriel, ton intérêt c'est de pêcher le maximum de thon rouge tout de suite. Si tu ne les pêches pas, tu te dis que c'est le bateau japonais ou espagnol à côté qui va les prendre. C'est la course à l'échalote. Si je me restreins pour laisser le poisson se reproduire, je perds de l'argent et l'autre en gagne. Donc je pêche jusqu'au dernier poisson. Et c'est là qu'on voit l'effondrement des stocks. On le voit aussi avec l'atmosphère. L'air est un bien commun gratuit. Une usine qui rejette du CO2 tire un profit immédiat. Elle produit pas cher, elle ne paye pas pour filtrer ses fumées. Le profit est pour l'actionnaire. Le coût, le changement climatique, les inondations, les sécheresses, il est réparti sur les 8 milliards d'humains. Pour l'usine, c'est négligeable. Pour l'humanité, c'est mortel. Et ça s'applique aussi à des choses moins dramatiques, mais tout aussi agaçantes. Tu parlais des embouteillages tout à l'heure. Ah, les bouchons. C'est l'exemple parfait que tout le monde vit. La route est un bien commun gratuit. Mon intérêt individuel, c'est de prendre ma voiture pour aller au travail parce que c'est plus confortable et flexible que le bus. Mais si tout le monde fait ce choix rationnel, la route sature. On se retrouve tous bloqués 2 heures par choc contre par choc. En voulant gagner du temps individuellement, on a perdu du temps collectivement. Et le fameux frigo du bureau ? C'est fascinant le frigo. C'est un espace propre, gratuit et partagé. Si je laisse mon vieux sandwich pourrir au fond, ça me coûte moins d'efforts que de le jeter. Le coût, l'odeur nauséabonde, est supporté par tous les collègues. Comme personne n'est propriétaire du frigo, personne ne se sent responsable de le nettoyer. C'est la tragédie des biens communs à l'échelle d'une PME. Mais Thomas, il y a quand même un truc qui me chiffonne. On a une conscience morale, non ? On n'est pas que des calculettes égoïstes. On pourrait se dire « je ne vais pas ajouter de vaches » ou « je ne vais pas prendre ma voiture pour le bien du groupe ». Pourquoi ça ne suffit pas ? C'est là qu'on touche au cœur du dilemme, ce qu'on appelle en économie le problème du passager clandestin ou le freerider. Imagine, Sarah, que tu es vertueuse. Tu décides de ne pas prendre ta voiture pour sauver la planète. Tu prends le vélo sous la pluie. Tu fais un sacrifice. D'accord, je suis une bonne citoyenne. Mais ton voisin, lui, s'en fiche. Il continue de rouler en gros SUV diesel. Résultat, l'air est quand même pollué, le climat se réchauffe quand même. Toi, tu as subi l'inconfort du vélo et tu subis aussi la pollution du voisin. Tu es la dindon de la farce.
Celui qui ne joue pas le jeu, le passager clandestin, profite des efforts des autres sans en payer le prix. C'est terrible ce que tu dis. Ça veut dire que le système récompense l'égoïsme et punit la vertu. Si je suis la seule à faire attention, je perds sur tous les tableaux. C'est pour ça que l'appel à la conscience individuelle ou aux petits gestes a ses limites. Face à un bien commun menacé, la vertu individuelle ne peut pas lutter contre la logique mathématique du profit. Si on attend que tout le monde devienne gentil spontanément, le pré sera désert et les océans vides bien avant. Alors on fait quoi? On baisse les bras et on regarde le monde brûler? Gareth Hardin, il proposait quoi comme solution? Il était fataliste? Hardin était assez radical. Pour lui, il n'y avait que deux solutions pour éviter la tragédie. La première, c'est la privatisation. Si tu divises le pré en parcelles privées et que tu donnes un bout de terrain à chaque éleveur, la logique change. Oui, parce que si c'est mon terrain, si je mets trop de vaches, c'est mon herbe que je détruis. Je suis la seule à payer les pots cassés, donc j'ai intérêt à préserver ma ressource. Exactement. La propriété privée force la responsabilité. Mais on ne peut pas tout privatiser. On ne peut pas découper l'atmosphère en petits carrés, ni les océans, ni les bancs de poissons qui migrent. Donc Hardin proposait la deuxième solution, la coercition mutuelle, fermement acceptée. En gros, la régulation par l'État. La loi, la police, les amendes. C'est ça. On crée une autorité supérieure qui dit « interdit de mettre plus de 10 vaches, sinon amende salée ». C'est les quotas de pêche, c'est la taxe carbone, c'est la circulation alternée. On limite la liberté individuelle pour sauver la liberté collective de survivre. Donc soit le marché total, soit la dictature verte. C'est un peu binaire comme choix, non? Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut parler de Elinor Ostrom. C'est une économiste brillante, la première femme à avoir reçu le prix Nobel d'économie en 2009. Elle a passé sa vie à étudier des communautés qui géraient des biens communs sans tout privatiser et sans attendre que l'État intervienne. Ah, donc il y a une troisième voie? Oui. Elle a observé des villages en Suisse qui gèrent des côturages communs depuis des siècles, ou des systèmes d'irrigation en Espagne gérés par les paysans eux-mêmes. Elle a montré que les humains sont capables de créer leurs propres règles, de s'auto-surveiller et de s'auto-sanctionner. C'est la gouvernance locale. On se met d'accord entre voisins, on définit des règles claires, et si quelqu'un triche, la pression sociale du groupe le remet dans le droit chemin. C'est ça. Mais attention, ça demande des conditions très précises. Il faut que le groupe soit soudé, que les tricheurs soient facilement identifiables et que les sanctions soient graduelles. Pour le frigo du bureau, ça marche. Si on sait que c'est Michel de la Compta qui laisse traîner son fromage, on peut lui faire une remarque collective et ça règle le problème. Mais pour le climat mondial, c'est plus compliqué de faire une remarque collective à une superpuissance industrielle. C'est tout le défi du XXIe siècle, Sarah. On est face à la plus grande tragédie des biens communs de l'histoire. L'atmosphère est notre pré commun. On n'a pas de gouvernement mondial pour imposer la loi et on ne peut pas privatiser le ciel. On doit donc réussir ce qu'Ostrom décrivait, une coopération à l'échelle planétaire. Et pour l'instant, disons qu'on a encore beaucoup trop de vaches dans le pré. C'est une conclusion qui incite à la réflexion. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Thomas pour cet éclairage. On comprend mieux pourquoi c'est si difficile d'être écolo, quand le système économique nous pousse à être égoïstes. Merci à toi. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous voyez un évier sale au bureau, ne râlez pas. Pensez à Gareth Hardin. C'est juste de l'économie appliquée. Allez, à la semaine prochaine pour décortiquer un nouveau mécanisme de notre monde. Prenez soin de vous et de vos biens communs.